les Buddy Movies, c'est un de mes genres de films préférés. Vous savez, genre la trilogie Taxi, Die Hard 3, 21 de Jump Street, la quadrilogie L'Arme Fatale, etc., etc. En tout cas, le genre n'aurait probablement jamais existé sans 148 heures. Mais surtout sur le Flight de Beverly Hills. Bah, à vrai dire, pourquoi ce film est culte? Tout simple. De bonnes vannes, de bons dialogues, de bons personnages. On va dire il y a un trio, Billy, Axel et Taggart. C'est que Axel est complètement opposé à Billy et Taggart, c'est ça qui est génial. Parce que Axel est un flic qui vient de Détroit, c'est-à-dire, Détroit c'est une ville où la criminalité est en hausse, alors Beverly Hills c'est plutôt tranquille, là c'est rempli de stars, de gens riches, et tout ça, hein. Les scènes d'action sont plutôt bien foutues, mais même si Martin Brest sur Gladiator n'avait pas fait grand chose avant, et après d'ailleurs, parce que le dernier film qu'il a fait c'était Amour Troll avec Ben Affleck. Désolé. Et ce film est tellement mauvais, putain, Amour Trouble, c'est merde, Amour Trouble, c'était... Bref. Et puis les vannes sont vraiment bien. Et puis ce film marque aussi la première grosse production de Don Simpson et Jerry Bruckheimer, qui sont maintenant de coproducteurs. Enfin, Jerry Bruckheimer seulement maintenant, parce que Don Simpson est mort depuis les années 90. Et puis aussi, la musique est un énorme point fort du premier film. Et puis évidemment, le Flight de Beverly Hills a été un énorme succès, hein, plus de 150 millions au box-office, rien que ça. Et en plus, dans ce film, il n'y avait aucun acteur connu. Évidemment, qui dit énorme succès, dit suite. Et comment vous dire, cette suite est super. Elle est même encore mieux que le premier. Vraiment, je dirais même que c'est une des meilleures suites jamais faites avec Terminator 2 et Retour vers le futur 2. Vraiment, ce film c'est de la bombe. Faut l'avoir vu au moins une fois dans sa putain de vie. A vrai dire, le film est réalisé par Tony Scott, le frère de Ridley Scott, qui avant ça avait réalisé Top Gun. Et franchement, il a fait du super travail. Déjà, ce qu'il faut poser, c'est que la réalisation est sublime. Et vraiment, la façon de filmer de Tony Scott met une bonne ambiance et s'illustre bien selon la situation. Franchement, il n'y a pas à avoir honte devant son frère. Hein. Ce film est vraiment bourré de scènes cultes. Et les scènes d'action sont encore plus explosives. Et en plus, les personnages du profil ont quasiment tous évolué dans le bon sens du terme. Enfin, non même, pas quasiment, tous. Alex est devenu beaucoup plus mature. Dans le premier, c'était un inconscient complètement immature. Taggart est devenu beaucoup plus souple au niveau des règles, alors que dans le premier, il était intransigeant ma gueule, putain. Et Billy est devenu super badass, alors dans le premier, c'était un peu la victime de service. Bon ok, le méchant est charismatique, mais sans plus, parce que bon, Jogan Prochro est très badass, mais c'est vrai que j'ai vu mieux au niveau méchant. Il y a aussi le bras droit du méchant, joué par Brigitte Nielsen. D'ailleurs, Brigitte Nielsen, qui à l'époque était la femme de Stallone. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que, en fait, dans le premier film de Beverly Hills, Axel Foley aurait pu être joué par Sylvester Stallone. C'est plutôt ironique, non? Ah oui, non, une autre chose ironique aussi, Billy est un fan de Stallone, notamment du film Cobra, où il y a Brigitte Nielsen dedans. Ouais, ils aiment beaucoup les références. Hein. Évidemment, le Flight de Beverly Hills 2 a été également un énorme succès. Et du coup, bah, qui dit succès, dit encore une suite. C'est bien. Cool. Du coup, le troisième film a été mis en chantier. Il n'y avait pas quatre chemins, mais ce film est complètement pourri. Enfin, selon moi, c'est même une des pires films jamais faites avec Terminator Genesis, Die Hard 5, Mission Impossible 2, ou Tortue Ninja 3 aussi. Allez. Critiquons cette daube. Alors, le film s'ouvre sur un train. Pourquoi? Ne regardez pas comme ça, j'en sais rien. Hein. Bref, peu après, on est notre cher Axel qui est en mission. Pour quelle raison? Eh ben, j'en sais foutre rien. Personne n'a de questions à poser sur le plan? Non. Non. Pas de questions? Non. Non. Bah, je vais recommencer, ça vaut peut-être mieux. Pourquoi tu le redis si tout le monde a compris, abruti? Bon, après qu'Alex a expliqué son super plan, Todd arrive. T'es par la fenêtre. Foley, Excusez-moi une seconde. où est la brigade mobile? Oh, patron, je leur ai dit de ne pas se déranger. Tu as quoi? Je m'attaquerai pas à un orphelinat sans la brigade mobile. Oh, ces gars sont des garagistes qui volent des bagnoles, rien que des mécaniciens. Je crois qu'on est à la hauteur. J'ai pas besoin que ces mecs viennent faire un tour dans des pièces à conviction. Et en plus, ils pourraient descendre un témoin ou deux. Alors franchement, c'est mieux comme ça, non? Très bien, c'est ton opération, je ne viens qu'en observateur. Mais je te surveillerai. Super, observez que j'ai pas besoin de la brigade mobile et faites-moi confiance, hein, d'accord? Mais c'est quoi ce rire là? Axel a fumé un arbre ou quoi? Oh mec, c'est trop de la bonne. Bref, il revient voir ses collègues et... Tout le monde est prêt, ça roule les mecs? Personne n'a envie de pisser dans son froc? Oh là là. Lamentable. Et pendant ce temps, les mécanos en question sont en train de... chanter et danser? Mais c'est stupide! Sérieux, ça fait 2 minutes que le film a commencé, c'est déjà le bordel! Et en plus, ce gag est beaucoup trop long! Sérieux, pendant 49 secondes, c'est juste deux mécanos qui chantent, qui dansent comme ça, là!
En quoi c'est drôle? Parce qu'ils sont gros. Après cette danse, les mécanos ouvrent la porte à une voiture. Puis un des mécanos rote. Non mais c'est quoi ce délire là? Puis deux mecs descendent de la voiture. Puis le troisième se fait ouvrir la porte par les deux autres. Tiens, je me demande si ce mec avec un long manteau noir est le méchant. Oh là là, que de mystère. Ouh. Le détournement s'est bien passé, comme vous me l'aviez annoncé. Pas de problème, super cool. Pas de blessés? Non. Tant mieux. Je déteste qu'il y ait du bobo sans une absolue nécessité. Donc les trois mecs et les mécanos font un deal sur un fourgon rempli de trucs. Les clés? C'est pas encore votre fourgon. Allongez d'abord le pognon. C'est juste pour ouvrir les portes. Mais arrêtez cette foutue musique, bordel, on n'entend rien. Vous êtes censés discuter discrètement, merde. Là vous êtes en train de réveiller tout le quartier, bande d'idiots, bordel. Mais putain, mais ta gueule! Le fourgon en question est donc rempli de matériel qui appartient au gouvernement des États-Unis. Mais c'est quoi ce film? Non mais j'ai jamais vu un film où des mécanos piquent du matériel qui appartient au gouvernement quoi. Et puis au lieu de prendre des mécanos, ça vous disait pas de prendre des gens professionnels comme par exemple, je sais pas moi, des mercenaires par exemple? À moi vous pensez comme ça? Chef, pour la mission de braquage qu'on prévoit depuis des mois, je pensais à engager des militaires surentraînés qui proviennent des anciens du SWAT ou du... Ou je prévoyais des anciens des anciens Marines. Vous savez, comme ça ils ont l'expérience et tout. Vous en pensez quoi, chef? Oui, c'est pas mal, mais ça coûte trop cher. Du coup, à la place, on va engager les garagistes de ces tribaux. Mais chef, c'est complètement illogique. Ta gueule, je suis le méchant, je fais ce que je veux, ok? Puis le méchant, satisfait du travail de ses mécanos, dit à ses hommes de les payer. Et là, son abdomen sourit de manière pas du tout flippante. Et là, twist! Il ne les paye pas, il les bute! Mais quel retournement de situation incroyable! Oh, quelle bande de radins, on dirait nos politiciens actuels. En même temps, s'ils sont radins, comme tu dis, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent! On n'a plus d'argent! On n'a plus rien à découvrir tout le temps, mec! Regarde! Moi, j'ai un haut de pyjama, on dit de t-shirt, j'ai plus de t-shirt! Mis à part ça, mon gilet jaune, j'ai plus rien! Merde! Sale nazi! Est-ce que quelqu'un peut arrêter cette foutue musique? Merci! Bon, après une éternité, Axel arrive enfin. Tu penses qu'on a besoin de la brigade mobile? Oh, mais on s'en branle de votre brigade mobile de merde! Allez-y, tuez-les, c'est bon! Un peu d'action, merde! Bon, bref, après cette discussion passionnante, Alex se dirige vers le garage et je trouve le méchant. Ah, bah voilà! C'est ça l'esprit de la saga! Axel Follet qui va les criminels. Allez, j'espère que ça va être grandiose. Ah salut, ça roule, c'est ici l'Institut de beauté. Un de ces garages véreux où on maquille des bagnoles. Parce que cette buick là, c'est celle de ma femme que je veux foutre en pièces. Parce que cette pute, elle m'a trompé. T'es avec moi, tu pourrais pas sortir et venir voir. On est foutu. Cette vanne est pourrie. Mais déjà, pourquoi il passe de... C'est ici l'Institut de beauté? Ah, c'est ici le garage véreux? Mec, tu choisis ou pas? Est-ce que tu sais ce que... Entre garage véreux et Institut de beauté, c'est pas la même chose, hein, parce que le mec qui garde la porte, qui n'a visiblement pas non plus aimé la vanne d'Axel, sort son arme. Axel le contre et le désarme, puis il ressort. C'était vachement utile, hein. Puis une scène d'action s'ensuit. Les méchants ouvrent la porte du garage et tirent sur une voiture qui passait par là alors qu'elle n'était aucunement hostile. Mais c'est fou, ils ont réussi à faire une mauvaise IA dans un film. Ces salauds ont des mitraillettes. Ah bon, sans déconner, je pensais que c'était des nerfs moi. Merci beaucoup. Après cet incroyable sprint d'Axel et l'autre mec, les renforts arrivent et ils entrent en collision dans la bagnole des méchants. Putain, mais quelle bande de brêles. Et en plus, les mecs ils galèrent à sauter par-dessus le capot. Les ennemis font exprès de tirer à côté ou quoi? Eh ben c'est pas de ma faute, hein. Oups, désolé. Bon, Axel et ses hommes sont dans la merde. Todd va mettre une mauvaise note, Axel. Fais gaffe. Non mais ils sortent de l'école de police ou quoi? Le pire c'est qu'il y a un ennemi à 10 cm d'eux qui réussit à les rater. Mais quand je vous disais qu'ils ont réussi à créer une mauvaise IA dans un film, c'est incroyable, on dirait l'IA de Mafia 3 tellement que c'est de la merde. Et puis après tout ce bordel, Todd se décide enfin à se bouger le cul et à les aider.
Il en tue un qui meurt comme dans GoldenEye 64, et là le méchant qui faisait une sieste voit Todd passer dans sa voiture et lui tire dessus. Oh, quel retournement de situation incroyable. Il tient, retourne son équipe de bras cassés. Bon, couvrez-moi, je vais seconder Todd. Comment il sait que Todd est en danger? Il a la chance d'araignée de Spider-Man maintenant. Bref, Axel part aider Todd et son équipe de bras cassés tire sur le mur. Et après cette scène à couper le souffle, Todd se fait abattre devant ses yeux. Non mais Axel, ton patron vient se faire tuer devant tes yeux là. Parce que la façon dont t'as dit non, ça me fait penser à... Tiens, salut Axel. Salut. D'ailleurs, t'es au courant qu'il y a plus de café? Non. Ah, je sais, c'est triste, ouais. Après le non épique d'Axel, le mec qui a buté Todd se fait filmer d'une manière sublime. Grand plan sur le visage du méchant et musique dramatique de merde. Ouais, je crois qu'on a compris que c'était le méchant. Après avoir fait le beau devant la caméra, le méchant s'enfuit et Axel court vers le corps de Todd. Puis Todd meurt dans ses bras. Les bras cassés tirent sur les portières au lieu des pneus, va savoir. Axel, fou de rage, demande de son patron part poursuivre les méchants. Non mais vous pourrez faire des efforts au moins. Mettez une musique dramatique, je sais pas quoi. Musique épique et dramatique. Parce que la course-poursuite est vraiment chiante. Bref, à la fin de la course-poursuite, Axel se fait couper la route par une voiture. Autant faire une course-poursuite de merde, autant qu'elle finisse comme elle a commencé. Et une scène de discussion inutile plus tard, on assiste à l'enterrement de Todd. Et le pire, c'est que la scène de l'enterrement, c'est la scène où Eddie Murphy joue le mieux pour l'instant. Il doit probablement penser au futur de sa carrière, va savoir. Ici repose la carrière d'Eddie Murphy. Froidement assassiné par monsieur le député et le flic de Beverly Hills 3. Adieu, sublime carrière. Tu aurais embelli nos cinémas et nos cœurs. Amen. Amen. Puis après l'enterrement de Todd, les collègues d'Axel apprennent à ce dernier que le meurtrier de Todd est à Beverly Hills. Parce que tous les délits mènent à Beverly Hills, messieurs. Faut le savoir, hein. Et que le meurtrier de Todd travaillerait autant que chef de sécurité dans un parc d'attractions qui s'appelle Wonderworld. D'ailleurs, le parc d'attractions Wonderworld est fictif, il n'existe pas. Hein. Donc après cette discussion, Axel arrive enfin à Beverly Hills. Mais ils ont massacré le table, ces enfoirés. Bon. Au moins c'est moins pire que Crazy Frog, mais quand même. Bonjour. Salut, je m'appelle Axel Follet, je voudrais voir Billy Rosewood. Bienvenue au commissariat central de Beverly Hills. Pour que ce message se poursuive en italien, composez le 1 suivi de dièse. Pour l'espagnol, 2 puis étoile. Pour le farsi, 3 suivi de dièse. Si vous avez des vagabonds sur votre pelouse, composez le 15. Si vous voulez vous renseigner sur les rumeurs d'émeutes, composez le 17. Et je tape quoi pour que tu la fermes? Non, en vrai, il dit... Hey, sur quoi j'appuie pour Billy Rosewood? Hola, bienvenido a la estación de policía de Beverly Hills. Mais vu que cette machine est nulle, Axel va voir Billy de lui-même en abandonnant sa voiture en plein milieu du chemin. Non mais quel boulet. Puis après, Billy est enfin là après 16 minutes de film. Entrez. C'est ouvert. Mais entre, bordel! T'es sourd ou t'es con? Ok, il est réellement devenu con en fait. Et pas qu'Axel! Bref, on apprend que Billy est devenu un... Je suis DDO JSIOC. Et vu qu'Axel n'a rien compris, Billy lui fait un cours. Pour lui expliquer ce que c'est son commando service machin truc là. Et après le cours de Billy, Axel va à Wonderworld. Sans Billy. Parce que nique ta race, on est dans un autre délire nous. Vas-y connard, fais-le ton flic de Beverly Hills 3. Fais-le bordel! Fais-le! Axel arrive auprès de la caissière. Ah, bon, je pense qu'il va la manipuler en essayant de rentrer son ticket ou son rendez-vous. Bonjour monsieur, bienvenue à Wonderworld, que puis-je pour vous? Et en fait, je voudrais voir un des grands Manitou du parc, monsieur Ellis Stowald. Vous avez un rendez-vous? Et normalement, oui, je m'appelle Axel Follet. Voyons ça. Navré monsieur, vous n'êtes pas sur la liste. Il n'a peut-être pas encore appelé. L'inspecteur Flynn du département de la police de Beverly Hills devait prendre rendez-vous pour moi. Navré monsieur, mais si vous n'avez pas de rendez-vous pour affaire, vous devez acheter un billet d'entrée. Bon, combien c'est l'entrée? Eh ben non, Axel préfère faire sa feignasse et payer le billet alors qu'il a pu facilement la manipuler. Vous savez, comme il l'a fait pour la secrétaire du club de tir dans le 2.
Le scénariste qui a écrit le film n'a vraiment rien compris au flic de Beverly Hills et c'est pas possible. Axel rentre dans le parc et se balade tranquillement. Ça va, tranquille? Il fait beau, les oiseaux chantent. Tu veux pas non plus une barbe à papa? Non mais active-toi, merde! Après sa balade, Axel trouve où est le QG de la sécurité du parc et il rentre comme s'il allait chez sa mère. Puis une fois à l'intérieur, il marche tranquillement sans aucune discrétion alors qu'il n'a même pas le droit d'être ici. Il y a même des employés qui le voient mais ils ne disent rien. Et en plus, Axel rentre tranquillement dans une pièce qui contrôle une attraction. Non mais t'es là pour aller voir le chef de la sécurité, fais ton boulot le glandé! Et même la meuf qui contrôle l'attraction ne dit rien et accepte même de lui montrer à quoi ressemble l'attraction. Elle lui fait même une démonstration, c'est pas limite, c'est dit allez-y monsieur, touchez les boutons. Oui allez-y, oui vous pouvez toucher tout, oui. Après la démonstration, Axel se fait lamentablement repérer par les caméras de surveillance. Bah en même temps, fallait pas se balader, fallait te dépêcher. T'es là pour faire un truc, tu le fais pas, et bah t'assumes. Billy, j'ai repéré un type, tunnel 9. Qu'est-ce que je dois faire? J'envoie Cooper. Arrête-le. Il t'a dit de l'arrêter, pas de le tuer, abruti! Puis un autre garde qui a visiblement trop joué Assassin's Creed lui tombe dessus. Et se fait lamentablement contrer. Lui aussi c'est des vrais. Axel s'enfuit et une course-poursuite incroyable s'ensuit. Nananer, vous mourrez pas. Connard! Descends! Oh putain, descends, putain, ta race là! Tu vas l'avoir ta punition, putain! Les gardes demandent au contrôleur d'arrêter le manège. Mais le contrôleur refuse, alors les gardes cassent la machine qui contrôle le manège, et le manège devient instable, et ça crée la panique générale. Pendant ce temps, chez les flics... Wonderworld? Axel! À toutes les voitures à proximité de Wonderworld, rendez-vous immédiatement dans le parc pour un sauvetage d'urgence. Axel! Et comment ça se fait qu'ils savent qu'il y a Axel? Axel leur a rien dit? Et abandonnez pas ce que vous êtes en train de faire, bande d'irresponsables! Ne jamais commencer avec la tête. La victime devient confuse. Ils ne sont pas le coup. Tu vois? À toutes les voitures à proximité de Wonderworld, rendez-vous immédiatement dans le parc pour un sauvetage d'urgence. Wonderworld m'appelle! Le manège se dérègle de plus en plus jusqu'à ce qu'une cabine se décroche et que les enfants dedans s'accrochent à la barre du milieu. Tiens, je me demande si Axel va aller sauver les enfants comme un super-héros cliché. Oh, shot! Tombe, 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 tombe. Oh non, il est encore en vie, putain. Ouais, bon, ça aurait été trop beau. Je sais, ils mettent encore de la musique électro dégueulasse, mais c'est pas vrai. Putain, je vais leur mettre une autre musique, moi. Voilà, vous comprenez le problème maintenant? Après son acte super héroïque, Axel sort les enfants de la cabine et... En vrai, ils sauvent les enfants et ils atterrissent in extremis.
Eh, cet enfoiré a piqué mon boulot. Après avoir sauvé 2 enfants d'une mort certaine, les gardes de sécurité ainsi que le directeur le remercient de les avoir sauvés. Mais non, je déconne, il l'arrête et il l'emmène au bureau du directeur qui... Les autorités de Détroit ont... Ah, la même voix que Schwarzenegger. Ok. Bref, le directeur montre la fusée filmée, mais sauf qu'on voit qu'Axel qui tire. Oh là là, je ne pense pas du tout que le directeur est un méchant qui a fait ça pour qu'on pense qu'Axel a tiré sur des innocents pour qu'il aille en tôle. Puis après ça, la contrôleuse défend Axel en disant qu'il a sauvé 2 enfants. Je regrette, mais il n'y a aucun tireur en vue, monsieur Follet. Mais bordel, sur quoi vous croyez que j'étais en train de tirer? Vous devriez songer à appeler votre avocat. Je ne vois pas de tueur sur cette bande. Mais on n'y voit pas tout, monsieur Sanderson. On n'y voit pas monsieur Follet faire preuve d'un magnifique courage. Il a risqué sa vie pour sauver 2 enfants. Et elle a raison. Ouais, mais on voit pas ça sur votre truc. Oui, ce serait absolument magnifique. Si seulement nous avions la certitude que ce n'est pas à vous que nous devions cette panne. Mais pourquoi il aurait fait ça? En plus, c'est les gardes de sécurité qui ont cassé le manège devant tout le monde. Donc comment ça se fait que les directeurs n'aient pas viré les 2 gardes? Mais quel directeur de merde! Même moi, je serais bien directeur que lui. Déjà, moi, j'aurais déjà viré ces 2 crétins. Bref, après que le directeur ait tapoté sur le doigt du méchant Axel, chef de sécurité arrive, qui est le meurtrier de Todd. Et en plus, ce con d'Axel se jette sur lui pour être bien sûr que le méchant soit sur ses gardes et en alerte maximale. Vu qu'Axel est trop con pour faire discret, le directeur appelle la police. Mais heureusement, les faits en question sont Billy et un autre mec, qui a remplacé Taggart. Parce que oui, au moins, le départ de Taggart est précisé. Comment ça va? Ouais, je vois qui vous êtes. Vous venez de Détroit, pas vrai? Taggart n'arrêtait pas de parler de vous. Eh, Taggart, où est-il? Je serais ravi de le saluer. Alors pour ça, faudra aller à Phoenix. Taggart est en retraite. Il passe toutes ses journées dans les bois à chercher ses balles de golf. L'autre ne pense qu'à nous balancer aux ordures. J'ai pas envie de perdre mon job ni ma retraite. Donc là oui, là c'est logique. Premier point que j'y respecte. Putain. Donc vu que Billy et l'autre sont des amis d'Axel, il ne l'arrête pas et l'emmène au restaurant. Vous avez pas mieux à faire? Ça va, tranquille. Bon, finalement, s'ils sont là, c'est pour discuter de pourquoi Axel est là. Est-ce qu'il est impossible que vous vous soyez trompé? Et qu'Alice de Wald n'ait qu'une ressemblance avec le tueur, hein? C'est bien ce connard de Détroit, et je vous dis que c'est de Walt. De Wald dirige la plus grande agence privée de police et de surveillance de tout le sud californien. Et il bosse constamment avec nous, avec toutes nos polices, avec le cabinet du gouverneur. Et nous sommes tous ses amis. Il va recevoir une récompense ce soir, le prix de l'Association nationale des agences de sécurité. Axel, tout cela est très humain. Vous êtes bouleversé, vous demandez justice. Je ne parle même pas de vengeance. Mais est-il donc impossible que vous la vouliez à tel point que vous voyez votre tueur à chaque fois qu'un homme lui ressemble un tant soit peu? Oui, ça ne serait pas la première fois, surtout dans la police, on voit ça tous les jours. Et c'est censé être ses amis. Pourquoi Billy ne fait pas confiance à Axel? Il a vu et même participé aux exploits d'Axel dans le 1 et dans le 2. Putain, il a même résolu des enquêtes très difficiles à résoudre. Comment aussi ne pas lui faire confiance alors que c'est son meilleur ami? Non mais à la place d'Axel, je serais sauté à la gorge, mec. Bref, Axel à bout de nerfs demande à ses soi-disant potes l'adresse de la cérémonie. Billy veut bien le lui dire, mais à une seule condition, qu'ils viennent avec lui. Axel accepte donc, puis peu après, Axel rend visite au grand Manitou de Wonderworld, l'oncle Dave, à qui il va poser des questions sur Alice de Wald. Puis ellipse sur Axel et Billy qui viennent d'arriver à la cérémonie. Une vanne pourrie plus tard, Serge! Mais c'est quoi ce putain de hasard? Et pour ceux qui ne savent pas, Serge est un personnage plutôt marrant du premier opus. Serge qui est content de voir Axel le salue. Je ne crois pas, ça c'est fou! Aquel folie! Quoi? Aquel folie! Mais c'était juste Axel que Serge avait du mal à prononcer, et pas Follet. Si vous ne me croyez pas, voici un extrait du premier film qui le prouve. Et Danny, veux-tu dire à Mademoiselle Summers que Monsieur Ahmed Follet désire la voir? Non, Axel Follet, Axel. Ahmed, ouais. Axel. Follet désire la voir. Et Serge! Attends, mais Axel faisait pas cette erreur de prononciation dans le premier? Excusez-moi, Serge. Je suis sûr que le scénariste a rajouté ces erreurs de prononciation pour faire encore plus chier les fans du deux premiers films et faire rire les débiles. Bref, après une overdose de références du premier film, on apprend que Serge est devenu un vendeur d'armes. Et il va donc présenter quelques de ses produits. Ça, c'est ma boutique. Et je vends des articles pour la survie. On fait aussi dans les armes à feu et dans les gilets pare-balles des produits pour survivre dans cet impitoyable monde moderne. Il y a une chose primordiale à la boutique de survie, selon moi, et c'est ma personnalité, ma philosophie. Tous les produits doivent être conformes avec les 3 P. Autrement dit, protection, prudence et prestige. Je vois pas pourquoi il faudrait s'en les dire sous prétexte de survivre. Un bel homme doit pouvoir maintenir son image de marque et son style tout en veillant sur sa vie. Que croyez-vous que ce soit cette chose? On dirait un porte-clés ordinaire. Mais c'est tellement plus. Je l'ai appelé le rayonnant. Il a été dessiné par un ex de la Marine nationale, un monsieur sérieux, même un peu trop. Il n'a jamais ri de mes blagues et je ne l'ai jamais vu non plus avec des pantalons sur mesure.
Un homme s'approche de vous, un voleur de voiture. Toi, tu veux mourir pour ton coupé? J'avoue que ça m'étonnerait. Mais alors vous lui dites, léger mensonge par omission, je voudrais séparer les clés de mon coupé de mes autres clés. Je fais juste poupou sur ce bouton, ok? Et lui, il dit ok. Et là, vous appuyez sur le bouton, et là, il sort de mon petit mécanisme la lumière la plus aveuglante du monde. C'est inouï. Il est neutralisé. Il est Jean HS. Et tout le monde arrive en courant à votre secours. Et vous avez réussi à survivre avec classe. Tiens, cette présentation de produit était plutôt drôle. Enfin une bonne vanne dans ce putain de film. Sérieux, c'est vraiment frustrant que le seul mec qui joue Serge joue bien alors que c'est un personnage secondaire et que tous les autres sont nuls. Bref, Serge va leur faire une autre présentation sur une arme qui est selon lui le top de l'arme. C'est l'ultime arme de survie pour aujourd'hui. C'est l'aube d'une nouvelle... Alors déjà ce truc est hyper moche et a l'air très lourd. L'annihilateur 2000 est une arme indispensable à votre survie, chez vous et en déplacement, et c'est dans une totale sécurité. L'annihilateur 2000 est une arme légère de... Mais donc cette arme est légère. Elle fait la moitié de la table. L'annihilateur 2000 possède aussi tous les avantages d'un téléphone cellulaire, d'un fax et d'un four à micro-ondes. Ce truc fait micro-ondes et téléphone. Mais c'est quoi cette arme de merde? Lunettes à vision nocturne, microprocesseur, système d'alarme vocale, lecteur de disque compact, tuner digital à modulation de fréquence, caméra vidéo et magnétoscope ne sont que quelques-unes des possibilités de l'extraordinaire Annihilateur 2000. Non mais cette arme c'est juste la pire arme au monde. Elle est lourde et prend beaucoup de place et elle a plein de fonctionnalités inutiles. Imagine la taille du manuel d'instruction. Et mec, j'ai acheté l'Annihilateur 2000. Ah cool, mais t'as acheté le manuel d'instruction? Non, pourquoi? Ah, parce que moi je l'ai. Il est juste là. Allez, bonne chance, on en aura besoin. Et les homicides involontaires seront encore plus présents. C'est bon mec, tu filmes? Attends, j'ajuste la caméra. D'accord. Et... c'est parti. Merde, je me suis trompé de bouton. J'aurais dû lire le manuel d'instruction. Et comment ce truc pourrait être un téléphone ou des lunettes à vision nocturne? Et là, du coup, je rentre chez moi et... Bon, tu te dépêches, je commence à avoir mal au dos là. Ah, t'as acheté l'annihilateur 2000, c'est ça? Ouais. Ok, je te raconterai la suite plus tard. Ok, à plus mec. Au revoir. Oh putain, tu t'es trompé de bouton? Sam, tu es dans la base? Oui, mais il fait sombre. Je vais mettre mes lunettes à vision nocturne. Oh merde! Putain, Sam, qu'est-ce qui se passe? C'est ma copine. Accrochez, mon dieu! Oui, j'essaye, mais il y a trop de boutons sur cette merde. Oh merde, ils arrivent. Qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche mon chien, vous l'avez pas vu? Exécutez-le. Donc... Mais qui voudrait acheter une merde pareille? Voilà, même le Axel débile de ce film le dit, donc c'est bien la preuve que c'est nul. Est-ce que tu veux rire? On est à Los Angeles, j'en vends des centaines, je suis même en rupture de stock. Mais non, cette arme se vend comme des petits pains, ce qui est bien la preuve que les gens de ce film sont cons. Bref, Axel et Billy s'en vont pour aller voir la cérémonie de Ellis de Wold. Et ils y vont comme par hasard quand le discours à l'honneur de Ellis commence. Faire d'un parc comme Wonderworld un endroit sûr, un endroit propre et pacifique pour toute la famille alors que nous vivons des moments difficiles est en soi une monumentale gageure. Mais mon ami Ellis de Wold a réussi cet exploit. N'oublions pas non plus son dévouement pour les enfants défavorisés, que vous pouvez d'ailleurs voir ici à la table d'honneur avec Ellis. Non mais t'as qu'à dire que Ellis de Wold est le nouveau Jésus pendant que t'y es. Mais malgré tout le bien qui a été dit sur Ellis de Wold, Axel le rebelle est le seul à ne pas applaudir. Waouh, mais quel thug life! Et après la rébellion d'Axel, Ellis de Wold arrive sur scène. Et il commence même à faire son discours. Et au moment d'applaudir, Axel le rebelle va ouvrir sa grande gueule pour l'énerver. Billy, ayant honte d'Axel mais aussi d'être dans le film, se cache dans les plantes. Je t'en prie, ne le fais pas, Axel. Je t'en prie, ne le fais pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Bravo, Ellis de Wold! Ellis de Wold! Bravo! Bravo! Bravo, Ellis! Ellis de Wold, mesdames et messieurs! Ellis de Wold! On l'applaudit bien fort! On applaudit Ellis de Wold! C'est monsieur Ellis de Wold! Oui! Allez! Allez, on applaudit monsieur Ellis de Wold! C'est l'homme de l'année! Oui! Oui! Et oui, très chers amis, j'ai fait le voyage depuis Détroit dans le Michigan pour voir mon ami ce soir, pour lui rendre hommage ce soir.
Je m'appelle Axel Follet, j'appartiens à la police de Détroit. Et c'est une immense surprise pour Monsieur DeWald que de me voir ce soir ici, debout à côté de lui. Je vous jure que son petit corps va faire des castagnettes. Mais il y a une chose que je tiens à vous dire, mesdames et messieurs. Je tiens à vous dire que toutes les nuits, je pense à ce que je dois à Ellis DeWald. Et je tiens aussi à ce que vous sachiez que toutes les nuits, je pense à ce que la population de Détroit doit à Ellis DeWald. Et je tiens aussi à vous dire qu'en voyant qu'on lui donne cette superbe récompense pour... qu'est-ce qu'il y a marqué là-dessus? Oh, c'est beau comme tout. En l'honneur des services rendus à la communauté. Et... Fais-leur un petit sourire, Ellis, profite-en, ça va pas durer. Oh, mais qu'est-ce qui te prend, Follet? Ne me dis pas que tu en veux d'avoir tué ton petit ami. Et allez, comment bien faire foirer une enquête? Frapper le suspect devant tout le monde alors qu'il a un alibi en béton. Ouais! Bravo Axel, tu as reproduit l'erreur de Star-Lord de Infinity War. Putain, abruti. Sauf qu'au moins Star-Lord, lui, avait une raison. Franchement, Axel. Tu vas aller en tôle, c'est ça? Du coup, après cette baston, Axel est bien en tôle. Ah bah tiens, un autre point réaliste. Enfin, je suis content. Et ils ont aussi embarqué Billy. Quoi? Eh bien parce que durant la baston générale, Billy s'est jeté dans la foule et a dû sûrement frapper DeWalt dans la gueule ou un truc comme ça. Bref, durant leur séjour en prison, Axel est convoqué au bureau du chef du FBI. Mais bon, vu que cette scène tire en longueur et qu'elle est chiante, je vais vous résumer. Axel, t'as trop fait de conneries, donc retourne à Détroit, sale handicapé. Ouais mec, je vais retourner à Détroit, parole de pute. Et la révélation, Axel lui a menti. Waouh, mais je m'y attendais tellement pas. C'est des sarcasmes. Ah et aussi, vous vous souvenez du fourgon du début du film? Celui qui était volé par les garagistes, voilà. Hein? Eh bien, il a été retrouvé. Et ben en tout cas, c'est tellement important que Billy a appelé... La SMPD, la BHPD, la LAPD, le shérif du comté de Los Angeles, le superviseur... Non mais ça va, on a compris, espèce de crâneur. T'as juste à dire, j'ai appelé toute l'artillerie, basta. T'as pas besoin de tirer en longueur comme ça. Et là, révélation! Y'a rien, sauf un petit bout de faux billet déchiré, qui est la seule preuve concrète qu'a Axel. En 53 minutes de film, sur 1h40. Veuillez m'excuser. Du coup, Axel retourne encore à Wonderworld, mais cette fois déguisé en mascotte. Regarde, c'est Okidoki. Va surveiller ton petit frère et ne le perds pas de vue, il faut que je recharge l'appareil. Okidoki. Oh, un gentil petit garçon. Comment ça va, microbe? Content de te voir. Je t'aime beaucoup, Okidoki. Hé, Oki, fais-nous la ronde de l'éléphant. Okidoki, okidoki, doki, doki, oki. Non, tu te plantes, ça se danse comme ça. Écoute, fiston, c'est moi, Okidoki, et j'ai changé les pas. T'as qu'à le dire si ça te gêne. T'es payé pour être sympa avec moi et moi je peux faire ce que je veux. Oh, espèce de petit salopard. Ah oui. Oui, bon, ok, ça c'était marrant. Mais bon, vu que la grand-mère du gamin qui l'a poussé dans le bassin a l'air vénère, Axel s'enfuit et retrouve la contrôleuse de manège qui l'aide à coincer DeWald. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, sérieux? Bref, Axel demande s'il y a une attraction fermée pour savoir où les méchants pourraient fabriquer les faux billets. La contrôleuse lui répond qu'il y a une attraction en train d'être rénovée. Axel lui demande donc le plan de cette attraction. Elle s'apprête à le faire et... Enfin, excepté la joyeuse forêt, elle est interdite pendant la rénovation. Faites-moi voir cette forêt. Oh, elle n'est pas bien loin. C'est ici, juste au bout du corridor B. C'est tout de suite après le... C'est tout de suite après le... Attends, quoi? Elle est fermée depuis quand? Trop longtemps. Bip! Alerte générale, détecteur de chouin, bip, bip, bip. Ils sont amoureux. Ils se sont presque pas parlé tout le film. Ils sont même pas devenus amis. C'est juste pour rajouter une romance bâclée à la Twilight. C'est quoi cette romance digne d'un porno? Oui, digne d'un porno. Parce que écoutez ce qu'elle dit là, la meuf. Elle est fermée depuis quand? Trop longtemps. Voilà. Ça, sérieusement, on dirait un dialoguiste de film porno qui a écrit ça. Et bordel, si vous vouliez vraiment faire une romance entre Axel et une autre meuf, bah vous aurez pris Jenny Summers, l'amie d'enfance d'Axel du premier film, et pas Random Bonache numéro 84, putain. Bref, Axel va à l'attraction en question. Attends, bizarre, ça me fait penser à un truc, mais quoi? Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête. Ah. Mais quelle référence subtile quand même. Bref, dans son coup d'aération, Axel voit que les méchants sont en fait des blanchisseurs d'argent.
D'ailleurs, tiens, ça fait 5 minutes qu'Axel a pas fait un truc stupide, je me demande si... Ça m'aurait étonné. Bref, Axel s'enfuit et ressort pendant un spectacle de mascottes qui dansent sur une musique insupportable. Axel danse donc avec eux pour passer pour un con, je veux dire inaperçu, et s'en va. Et puis, les gens ne trouvent pas ça bizarre que tout le monde soit déguisé sauf lui. Il va avoir une cabine téléphonique pour appeler le chef du FBI, mais se fait tirer dessus avant d'avoir eu le temps de finir, et se fait encercler par les flics. Pourquoi il tire en l'air? Du coup, après son attentat, Axel se fait arrêter. Oui, techniquement, c'est un attentat, vu qu'il a tiré en l'air comme ça... Nom de Dieu, mais qu'est-ce que vous avez encore foutu, Axel? Allah Akbar, mec! Monsieur Sanderson, il y a là un monsieur qui vient de... Fulbright, service secret. Follet. Je vous avais mis dans un avion pour Détroit. Vous n'allez pas regretter que je sois resté, je vous l'avais déjà dit, je suis au courant de toute votre enquête. Eh bien, cherchez pas plus loin qu'ici. Ah oui? Et que croyez-vous que je cherche? Du papier, le genre pour presse habillée. Il y en avait plein de fourgons qu'ils ont piqué à Détroit. Vous vouliez suivre le fourgon de là-bas jusqu'ici et surveiller DeWalt pour trouver sa putain de presse habillée. Eh bien, elle est ici, à Wonderworld. Mais de quoi parle ce malade? C'est un mythomane. Il est dingue, il n'a aucune preuve. À Wonderworld? Oui, ce parc est aussi high-tech que la NASA. Et Nintendo réunit. Tenez, regardez. Là, sous cette attraction, ils ont construit une salle où ils font toutes leurs conneries. Je les ai vus. Et c'est pour ça qu'ils me poursuivent. Mes employés poursuivaient M. Follet parce qu'il voit des choses qui n'existent pas et qu'il est potentiellement dangereux. Et cette salle fait également partie de ses visions? Non, il y a une attraction fermée dont nous nous servons. Ça ferait peut-être bien d'aller jeter un coup d'œil. Oui, nous ferons peut-être bien d'aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est ici. Ils impriment les faux billets sur cette machine. Est-ce que c'est vrai? Eh bien oui, je dois l'avouer. On vient de nous prendre la main dans le sac, n'est-ce pas, Alice? Et là, je le crains. Ouais, c'est enfin fini. Pour fêter ça, Vous pouvez y aller. Voici les dollars de Wonderworld, messieurs. Mais non! Mais comment ils ont pu changer les billets aussi vite? Mais c'est quoi ce scénario complètement pété? C'est quoi la prochaine étape? Axel Follet versus Predator? Bref, du coup, Axel se fait encore engueuler. Vous venez pisser sur nos plates-bandes. Vous avez tout foutu en l'air. Vous allez repartir pour Détroit. Non mais si t'as pas écouté une première fois, t'écouteras pas la deuxième. Sur le chemin vers l'aéroport, Axel remarque que les employés de la sécurité le suivent. Et Axel va forcément trouver une excuse crédible pour s'enfuir, non? DeWalt est furax, et Sanderson me prend certainement pour un amateur. Attention devant, il faut arrêter la bagnole. Qu'est-ce qu'il y a? Là, la droguerie, il faut arrêter la bagnole. Oh la vache, merde, Dieu! Amenez, amenez ici! de Dieu, Axel! Oh, un éléphant! Et ce conducteur... Veuillez m'excuser. Et ce con s'arrête! C'est quoi cet univers où tout le monde a un cul de -10? Bref, Axel s'enfuit et vient voir l'oncle Dave. Et il montre la preuve qu'il pourrait foutre le méchant en tôle. Et surprise! Le méchant arrive comme de par hasard au bon endroit au bon moment et tire son oncle Dave. Et après, au lieu de se barrer, le méchant préfère expliquer son plan diabolique. Et après ça, Axel se jette sur DeWalt comme un CP à qui on a volé son goûter. Mais rends-moi mon Kinder, mec! Et après ça, Axel s'enfuit à l'hosto pour y emmener l'oncle Dave. Et une fois l'oncle Dave en sûreté, Axel demande à deux flics où est la machine à café. Et vu les membres de ce film, ces flics vont être informés qu'Axel était sur le lieu du crime et vont le poursuivre d'ici 2-3 secondes. Au fait, vous êtes... toutes les unités concernant le suspect de l'agression contre Dave Thornton. Le suspect est un homme afro-américain âgé d'une trentaine. Voilà, qu'est-ce que je disais? Après quelques vannules sur le fait qu'Axel est recherché, Axel téléphone à Billy, la police de Beverly Hills, ou la contrôleuse avec qui il a eu max
3-4 dialogues. Et la réponse évidemment la plus stupide des trois, la contrôleuse. Mais pourquoi elle et pas Billy? Parce qu'à part glander, il fait rien, il fout rien cet enculé. Et cerise sur le gâteau, elle se fait kidnapper par le méchant. Mais qu'est-ce que c'est que cette ruse de merde? Je la connais même pas cette nana, donc il a bu tout pas, j'en ai rien à foutre. Mais merde quoi, c'est le flic de Beverly Hills, pas Super Mario Bros. Et du coup, pour sauver sa destinée, Axel vole une voiture pour aller au magasin de Serge, pour y prendre l'animateur 2000. Coucou Serge, adieu Serge. Mais après cela, il va encore une fois à Wonderworld, mais sur le trajet, il fait ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Appeler Billy. Axel, je suis ton ami, pas vrai? Je suis ton meilleur ami. Alors ça non, pas dans ce film. Car depuis le début, t'as une confiance aveugle envers Alice DeWolde. Tu lui dis que ce qu'il a vu c'est probablement des hallucinations, t'englandes pas une mise à part pour te faire arrêter comme une grosse merde, et la seule raison de la présence de Billy dans ce film, c'est juste pour rappeler que c'est un film Le Flic de Beverly Hills. Et en plus, le connard en rajoute en disant... Mais il faut que tu te rendes immédiatement. Mais va chier! Mais en plus, tu sais qu'Axel est un très bon flic, car t'as vu il participer à ses opérations de police depuis le premier film. Putain, mais t'étais un bon gars dans les 2 premiers films, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais bon, bref, le scénario en a besoin, Billy va quand même l'aider. Pendant ce temps, Axel est arrivé à destination et cache son arme dans les buissons. C'est sûr, l'animateur 2000 est si petit et si discret qu'il va certainement pas se voir dans des buissons. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est intelligent celui-là! Entre dans le parc, et après une scène de dialogue digne d'un mauvais western, Axel utilise la lampe aveuglante que Serge lui a donnée il y a au moins 20 minutes. Axel prend encore DeWolde en otage, Billy arrive, et au lieu de dire « Qu'est-ce que vous faites ?», ce qu'on dit « Mais qu'est-ce que tu fous ici, Axel ?» Mais au lieu de dire ça, aide-le! Bon, évidemment, DeWolde frappe Axel et Billy. Waouh! C'est la chose la plus utile que Billy a fait de tout le film. Non mais sérieux, le gag de la meuf qui se fait mal à la main parce qu'elle est fragile. Putain, vous êtes sérieux ou quoi? C'est quoi cet humour de merde? Oh non! Et en plus de rien glander, dès que tu fais le moindre petit effort, tu te fais avoir comme une merde. Et au lieu de prendre la chaise et de la balancer contre la vitre ou de tirer sur la vitre, tu tournes rond comme un poisson dans un aquarium. Une chaise! Tuez-la! Non, plus sérieusement, Axel se tire et appelle la police. Il téléphone sur une ligne extérieure. Il faut qu'on l'en empêche. Allô, la police? Et merde. Cette vanne aurait pu être drôle si les acteurs avaient plus d'énergie. Bref, Axel s'était enfui pour récupérer l'animateur 2000. Bah tiens, on va enfin voir si cette arme est finalement nulle ou bien. I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set trip, or you might get what we call a rap. North Dakota, South Dakota, Illinois, and in... Alors, qu'est-ce que je disais sur cette arme déjà? Voilà, cette arme est nulle parce qu'elle n'est pas pratique. On se trompe toujours de boutons avec autant de fonctionnalités. Genre en plus de fusillade avec ce truc, tu risques plus de mourir que de survivre. Donc si tu veux une grosse arme efficace et pratique, prends un minigun. T'es pas d'accord avec moi, Charlie? Ah oui, je le confirme. Donc cette arme est inutile et en plus le minigun est vachement mieux et existait déjà. Et en plus après l'avoir utilisé, Axel jette l'arme par terre tellement qu'elle est nulle. Après ça, Axel se dirige vers une attraction pour piéger ses ennemis. Il active des pièges, les bute, il meurt de façon aussi naturelle que dans GoldenEye 64. Incroyable. Il s'est enfui par cet escalier. Quoi? Et en plus c'est con tombe dans le panneau. Non mais à ce stade c'est même plus un film, c'est un cartoon. Là on dirait un gag des Looney Tunes. Mais en plus ce film se fout de ma gueule. Et après les avoir tabassés, Axel utilise un ordi et rigole. Ok. Pendant ce temps c'est les méchants. Mais c'est pas un humain ce mec, c'est l'IA des ennemis dans Mafia 3. J'ai pas d'autre explication pour voir à quel point les ennemis de ce film sont débiles. Ils visent tout le temps à côté, et dès qu'ils voient un truc, BAM! Ils tirent, direct, sans sommation. Pendant ce temps, c'est les gentils.
pas un peu là? C'est juste un faux tigre. Non mais parce que dans ce cas... C'est mieux, non? Non, pas vraiment, non. Bref, où en sont Billy et l'autre conne? Ah bah tiens, ils font enfin ce qu'ils devaient faire depuis le début. Casser cette foutue fenêtre. Un peu plus tard, le directeur voit ces hommes par terre et des billets qui sont en train de s'imprimer. Quoi? Mais c'est pas drôle. C'est une perte totale de temps, c'est nul. Embrasse mon cul. Quel acteur incroyable. Bref, après ça, il se fait buter. Et référence, t'as compris? Après ça, retour sur Billy qui se balade tranquillement dans le parc au lieu d'aider son pote, comme le faisait Axel vers le début du film en fait. Il rencontre comme par hasard un ennemi et le bute. Je suis Buffalo Billy Rosewood, et je suis le shérif de cette ville. Non, toi, être abruti qui te prend pour Clint Eastwood. Pas la même chose. Et puis sérieux, Buffalo Billy Rosewood, il faut être vraiment débile pour faire un jeu de mots comme ça. Putain, tes punchlines dans le 2 étaient super cool. Mais là, ils sont nuls. On dirait que c'est Skip Woods qui a écrit le scénario. Pour info, Skip Woods est le scénariste de Die Hard 5. Ouais, ça fait mal au cul, hein. Toi, tu commences à avoir la grosse tête. Tu te prends pour Clint Eastwood. Pauvre mec, va. Cette putain de chanson à la con! Ah bah tiens, pour une fois que je suis d'accord avec lui. Passons sur Axel qui est encore dans cette salle en train de tourner en rond comme un con et qui croise Elise Dobaud complètement par hasard, se jette sur lui et s'ensuit une baston chiante. Mal filmée, mal chorégraphiée, sans émotion. Et le pire c'est qu'Axel le bute comme si c'était un ennemi banal. Ah, et DeWalt est... Comme du n'importe quoi! Bref, Axel et Fried se posent, puis Billy arrive très mal en point. Vous êtes encore entier? C'est plutôt à toi qu'il faut le demander en fait. Et toi, ça va? Au poil. À quelle heure ils ouvrent le parc d'habitude? Il faudrait peut-être qu'on appelle une ambulance. Mais vous êtes con quoi? Il est peut-être mort là. Non mais vous imaginez ça sous une autre situation? We better get out of the way! Il faudrait peut-être qu'on appelle une ambulance. Vous voyez? C'est cruel, hein? C'est pas drôle. Mais bon, évidemment, fausse alerte, hein, le film se finit sur un méga happy end, Billy est bien vivant, Axel sera avec la contrôleuse, Oncle Dave lui aura un hommage en créant un personnage qui s'appelle Axel le renard, Axel sur la caméra et c'est la fin. Bah enfin. Putain, je me demande vraiment qui c'est le réalisateur de Shit Pure, j'ai... John Landis? Oh putain, merde! Pour ceux qui ne savent pas, John Landis a fait les excellents Hamburger Film Sandwich, The Blues Brothers, Un fauteuil pour vœux avec Eddie Murphy, et qui a aussi fait le très sympathique Un prince à New York, encore une fois avec Eddie Murphy. Donc John Landis était capable de beaucoup mieux. Et dans ce film, on a l'impression qu'il a aucun amour, il se contente juste de filmer bêtement sans se poser la moindre question. Comme un yes man, du genre Brett Ratner. Le scénario, ça doit... Ok, ça doit sûrement être un mauvais scénariste. Steven et de Souza? Non mais sérieux.
Non mais là faut vraiment m'expliquer le délire. Pour info, Steven Souza est un scénariste qui a extrêmement bien marché dans les années 80. Il a scénarisé 48 heures avec Eddie Murphy, Commando, Running Man et Piège de cristal. Piège de cristal. Comment le scénariste de Piège de cristal a pu en arriver là? Comment le mec qui a fait un des films d'action les plus révolutionnaires des années 80 peut faire cette telle purge? Comment il a pu en arriver là? Et puis bon, quand tu vois ça, c'est une catastrophe, hein. Déjà, tous les personnages sont stupides. Tous. Axel est stupide, mais en crevé, à se demander comment il a réussi à survivre jusqu'à la fin du film. Billy ne sert à rien, Phil non plus. Bogomil a disparu sans aucune raison. Et le méchant, Alice DeWolf, n'a aucun charisme. On dirait un méchant de téléfilm à la con. Va te faire foutre. Harold Faltermeyer n'est pas là et est remplacé par Nile Rodgers, qui marcelle complètement le thème d'Axel Foley, en remplaçant le doux son d'Harold Faltermeyer en électro dégueulasse. Faut saigner les oreilles, ils sont répétitifs, parfois même hors sujet, comme la scène de course-poursuite au début du film. En plus, c'est tout le temps les mêmes foutues musiques. Oh mon Dieu, regardez! Par Billy Rosewood. Bienvenue au commissariat central de Beverly Hills. Pour que ce message se poursuive en italien, Voilà. Moi je suis vraiment déçu que la saga Le Flic de Beverly Hills soit conclue ainsi. Enfin, il y a toujours de l'espoir. Parce qu'il y aura peut-être un film de Beverly Hills 4. C'est peu probable, mais peut-être. Croisons les doigts. Qui sera réalisé par Adil El Harbi et Bilal Fallah, qui ont fait les excellents Black et Gangsta. Ces deux films sont vraiment excellents. D'ailleurs, le premier, Black, leur a permis de se remarquer par Jerry Bruckheimer, le producteur original des deux premiers films de Beverly Hills, qui les a engagés pour deux projets. D'abord pour le film de Beverly Hills 4, qui, d'après certaines informations, est en stand-by, mais qui du coup, pour l'instant, travaille sur Bad Boys for Life, aka Bad Boys 3. Donc à vrai dire, j'espère juste que Bad Boys 3 aura du succès et qu'ils pourront enfin faire un flic de Beverly Hills 4 qui va annuler le flic de Beverly Hills 3 et qui va enfin conclure la saga de manière satisfaisante. Du coup, j'espère que ma première critique sur le flic de Beverly Hills 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et ne vous en faites pas, il y aura d'autres épisodes. Salut les bandes d'écoute!